Là-haut, avant l'aventure. Son casque d'aviateur sur la tête, Carl Fredriksens se redresse sur le fauteuil du cinéma dès que les informations commencent. Notre sujet d'aujourd'hui, Charles Mudd, le premier pionnier de l'aviation, a posé cette semaine avec l'esprit de l'aventure. Il fait une année d'expédition à bord de ce dirigeable qu'il a conçu lui-même. Que nous a-t-il rapporté cette fois-ci? Carl s'avance vers l'écran. Charles Mudd, le célèbre aventurier, est son héros. Le film en noir et blanc montre un grand dirigeable posé au milieu d'une prairie. Vêtu d'une veste d'aviateur et du même casque que celui de Carl sur la tête, Charles Mudd apparaît à l'écran. L'aventure, c'est extra, déclare-t-il avant d'apaiser ses lunettes sur ses yeux, puis de lever un pouce vers le ciel. Carl l'imite. Plus tard, lui aussi sera explorateur et il rapportera plein de souvenirs extraordinaires de ses voyages. Monsieur, je vous présente le monstre des chutes du paradis, s'exclame Mudd en dévoilant le squelette d'un oiseau géant. Mais il y a un problème, reprend le journaliste. La Société nationale des explorateurs accuse Mudd d'avoir fabriqué un faux squelette. Carl n'en revient pas. Comment peuvent-ils douter du plus grand explorateur de tous les temps? Mais son héros ne baisse pas les bras. Je vous promets de capturer un spécimen vivant et je ne rentrerai pas sans lui. Dans la salle, les spectateurs applaudissent et Carl sourit. L'après-midi, après avoir écrit les mots « l'esprit de l'aventure » sur son ballon, Carl court dehors, imaginant qu'il pilote son premier dirigeable, quand il entend une voix s'écrier « L'aventure, c'est extra !» Carl s'arrête net. Il se trouve devant une maison abandonnée. « Attention !» crie la voix. « Le mont Rushmore. L'esprit de l'aventure doit passer au-dessus. Barre à tribord toute !» De plus en plus intrigué, Carl se faufile par la porte. Quand il entre, il n'en croit pas ses yeux. Les murs sont couverts de photos de Charles Mudd et il y a des objets d'exploration un peu partout. Des cordes, un compas et même un vieux vélo. Tournant l'une de ses roues comme s'il s'agissait d'une barre de dirigeable, une petite fille, un casque d'aviateur sur la tête, se tient devant la fenêtre. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» lui demande-t-elle en bondissant près de lui. Carl retient un cri et lâche son ballon. « Je n'ai pas courant, c'est un club privé ici, poursuit la fillette. Il n'y a que les vrais aventuriers qui ont le droit d'y entrer. Est-ce que toi, tu mérites d'en faire partie ?» Carl se met à bégayer. « Très bien, tu as accepté, dit l'aventurière. Bienvenue à bord. » Elle enlève son casque et secoue ses cheveux roux. Une collection de badges est accrochée à son t-shirt. Elle en dégrafe un, bricolé avec le capuchon d'une bouteille de soda, et le fixe sur le t-shirt du garçon. « Je m'appelle Ellie. Je sais où est ton ballon, ajoute-t-elle en levant la tête vers l'étage. Viens, on va le chercher. Carl la suit dans le vieil escalier. Ellie prend sa main pour l'aider à monter. Il rougit, mais elle ne remarque rien. « Le voilà !» s'écrie-t-elle. Le ballon flotte au-dessus d'une pièce sans plancher, traversée d'une seule poutre au-dessus des 4 mètres du vide. « Bah alors, vas-y !» le presse Ellie. Prenant son courage à deux mains, Carl pose le pied sur la poutre et fait un pas en avant, puis un autre. Il est à mi-chemin quand il entend le bois craquer. Il a juste le temps de voir le regard horrifié d'Ellie avant de tomber. Ce soir-là, Carl essaie de lire dans son lit, même si son bras cassé lui fait mal. Soudain, soulevé par le vent,
Les rideaux de la fenêtre de sa chambre s'écartent pour laisser passer son ballon. Une petite tête rousse apparaît aussi à la fenêtre. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un peu de réconfort, dit Ellie en sautant dans la chambre. Vite, elle se glisse sous la tente que Karl a fait avec ses draps. Je vais te montrer un truc que personne n'a jamais vu. Mais tu dois me jurer que tu n'en parleras pas. Karl le promet et Ellie sourit. C'est mon livre d'aventure, dit-elle en sortant un petit cahier. Elle l'ouvre à la première page où est collée une photo de Charles Mudd. Quand je serai grande, je serai exploratrice comme lui. Moi aussi, j'irai en Amérique du Sud. Et tu sais où je vivrai? Juste à côté des chutes du paradis. Karl admire une photo des chutes près desquelles Ellie a dessiné son club privé d'explorateurs. Puis elle lui montre une page blanche qu'elle a titrée « Chose que je découvrirai ». À partir de là, il n'y a plus rien d'écrit. Je garde la suite pour raconter mes aventures, explique-t-elle. Mais je ne sais toujours pas comment je ferai pour aller là-bas. Karl jette un coup d'œil vers sa collection de dirigeables miniatures. Le ballon flotte juste à côté. Ellie suit son regard. Mais oui, c'est ça, s'écrie-t-elle. Tu nous emmèneras en dirigeable. Jure-moi que tu le feras. Karl n'hésite pas une seconde. Il promet. Cette fille est une vraie aventurière. Rien qu'en passant 10 minutes avec elle, il a déjà vécu la plus grande aventure de sa vie. Bon, on se voit demain, d'accord? Lance joyeusement Ellie, en regagnant la fenêtre. Tu ne parles pas beaucoup, toi, hein? Mais c'est pour ça que je t'aime bien. Puis elle disparaît dans la nuit. Waouh! Murmura Karl. À partir de ce jour, Karl et Ellie deviennent inséparables. À 19 ans, ils se marient et s'installent dans la maison abandonnée où ils se sont rencontrés. Ensemble, ils la réparent pour qu'elle ressemble exactement au dessin d'Ellie. Un jour, Ellie écrit leur nom sur le côté de leur boîte aux lettres et Karl s'y appuie sans réfléchir. Aussitôt, il sursaute. Trop tard. Il a laissé l'empreinte de sa main sur la peinture fraîche. En souriant, Ellie épouse la sienne aussi. Les deux mains semblent se serrer. Ellie travaille au zoo et elle aime particulièrement prendre soin des animaux qui viennent d'Amérique du Sud. Karl aussi travaille au zoo. Il vend des ballons gonflables. Ellie et Karl rêvent encore de leur voyage aux chutes du paradis. Il y a même un dessin de leur maison au sommet des chutes accroché au-dessus de la cheminée. Et une carte de l'Amérique du Sud. Juste devant, une figurine représentant un oiseau tropical, un modèle réduit de dirigeable et un pot de verre sur lequel est écrit Chute du paradis. Ce pot contient toutes les pièces que le couple met de côté pour leur voyage. Un jour, c'est sûr, ils iront en Amérique du Sud. Un matin, après 30 ans de mariage, Karl se dit qu'il en a assez attendu. Il décide de faire une surprise à Ellie. Achète 2 billets d'avion pour l'Amérique du Sud et les cache dans le panier de pique-nique. Mais à l'heure qu'ils grimpent sur leur colline préférée, Ellie s'effondre. Quand il rentre chez lui pour la première fois depuis ses 8 ans, Karl se retrouve seul. Chapitre 1. Quand le réveil sonne, Karl attrape ses lunettes avant de s'asseoir dans son lit. Maintenant qu'il est vieux, il a du mal à se lever. Il s'étire et ses os craquent un peu. Enfin, il se redresse, prend sa canne et descend l'escalier. Après le petit déjeuner, Karl met son chapeau, ajuste le badge qu'Ellie lui a offert à leur première rencontre et sort. Sacrée vue, hein Ellie, dit Karl en observant les bulles d'osaire qui
construisent des gratte-ciel. Il sait bien qu'Ellie n'est plus là, mais il aime lui parler de temps en temps. On a du courrier, annonce-t-il, traversant son jardin. Il trottine jusqu'à la boîte aux lettres. Il en retire une brochure publicitaire pour la maison de retraite des Pinces Parasols. Sur la couverture, déjà âgé le sourit. Karl grimace, puis remarque qu'une épaisse couche de poussière recouvre la boîte. Agacé, il attrape un chiffon pour la nettoyer. Bonjour, monsieur Friederskens, lui crie Tom, un ouvrier. Besoin d'un coup de main? Oui, dites à votre patron que vous êtes en train d'abîmer ma maison, ronchonne Karl. Justement, vous savez que mon patron serait heureux de vous l'acheter, et pour le double de ce qu'il vous a proposé la dernière fois, réplique Tom. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Karl lance son chiffon sur Tom. Ça doit vouloir dire non, j'imagine. J'ai été clair avec votre patron. Vous avez versé du jus de pruneau dans le réservoir de sa voiture, s'exclame Tom. Karl pouffe de rire et regagne l'escalier. De retour dans son salon, Karl s'assoit dans son fauteuil et allume la télévision. Il commence à s'endormir quand quelqu'un frappe à sa porte. Vêtu d'un uniforme d'explorateur junior, un jeune garçon avec une écharpe couverte de badges se tient sous le porche. Bonjour, je m'appelle Russell et je suis un explorateur. Est-ce que vous avez besoin d'aide aujourd'hui, monsieur? Non, répond Karl. Vous voulez que je vous aide à traverser la rue? Propose encore Russell. Non. Ou à vous promener dans votre jardin? Non. Sur votre terrasse? Non. Enfin, il y a bien un endroit où vous voulez aller, insiste Russell. Eh bien, non, dit Karl en claquant sa porte. Pendant quelques instants, le vieil homme reste immobile dans le hall d'entrée et attend. Mais comme il n'entend pas son visiteur s'éloigner, il rouvre brusquement la porte. Sous le porche, l'enfant n'a pas bougé d'un centimètre. Chapitre 2. Bonjour, recommence-t-il. Je m'appelle Russell et je suis un explorateur. Est-ce que vous avez besoin d'aide aujourd'hui, monsieur? Non, merci. Vraiment. Karl essaie de refermer la porte, mais Russell glisse un pied dans l'ouverture. Karl soupire. Apparemment, ce gamin n'a pas l'intention de le laisser tranquille. D'accord, vas-y. Russell montre les badges sur son écharpe. Vous voyez ça? Ce sont mes badges d'explorateur. Le seul qui me manque, c'est celui d'assistance de personnes âgées. Grâce à lui, je passerai explorateur senior. Ça va être génial. Il y aura une grande cérémonie et nos pères viendront accrocher notre badge. Tu dois juste aider une personne âgée? Demande Karl. Oui, et je serai explorateur senior. Karl jette un coup d'œil autour d'eux et prend un air de conspirateur. Tu as déjà vu un dabou? Un dabou? C'est un oiseau, explique Karl. Avec des jets de fouine. Chaque nuit, il se faufile dans mon jardin et mange mes belles fleurs. Je suis trop vieux pour l'attraper. Je me demande bien qui pourrait m'aider. Moi? S'écrie Russell en bondissant. Je ne sais pas, répond Karl. C'est un oiseau très malin. Il faut claquer 3 fois dans tes mains pour l'attirer. Je l'attraperai. Je crois que son nid est à 2 rues d'ici. Si tu vas vers... Mais Russell est déjà parti. À toute vitesse, il sort du jardin en frappant dans ses mains et en criant « Tabou, viens ici, petit tabou !»« Rapporte-le-moi quand tu l'auras attrapé !» lui lance Karl. Évidemment, le vieil homme a inventé cette histoire. Souriant, Karl rentre tranquillement chez lui quand quelque chose attire son attention. Un bulldozer du chantier est en train de foncer sur sa boîte aux lettres. Bang! Karl attrape sa canne et se met à courir. « Hé, vous! Qu'est-ce que vous avez fait ?» hurle-t-il à l'ouvrier. « Je suis désolé, monsieur. » L'homme se précipite vers la boîte aux lettres pour essayer de la réparer.
N'y touchez pas, aboie Karl. Laissez-moi m'en occuper. Éloignez-vous, ordonne Karl. Il abat sa canne sur la tête de l'ouvrier qui tombe sur le sol, la boîte serrée contre lui. Karl retourne vers sa maison, le cœur battant à 100 à l'heure. Déjà, une foule de gens se rassemble autour de l'ouvrier, puis une voiture de police surgit. Vite, Karl referme sa porte. Il a fait une bêtise. Une grosse bêtise. Chapitre 3. Désolé, monsieur Friederskens, dit l'officier de police, en déposant le vieil homme chez lui après une journée au tribunal. Prenez ceci, ajoute-t-elle en tendant la brochure de la maison de retraite de Pince Parasol. Ils viendront vous chercher demain dans la matinée. Karl vient d'être condamné pour avoir assommé l'ouvrier. Le juge a décidé qu'il n'était plus capable de vivre seul. Il ne l'envoie pas en prison, mais en maison de retraite, ce qui est aussi terrible pour le vieil homme. Ce soir-là, Karl parcourt sa maison. Chaque objet lui rappelle un moment heureux de sa vie avec sa femme. En sortant sa valise, d'un placard, il retrouve le cahier d'aventure d'Ellie. Il tombe sur la page où elle avait écrit « Chose que je découvrirai ». Karl soupire. Finalement, Ellie n'a jamais fait son voyage. Il le lui avait pourtant promis, mais ils ont trop attendu. Tout à coup, il prend une décision. Il commence par tirer les rideaux. Ensuite, il va inspecter sa vieille charrette. Il y reste plusieurs centaines de ballons gonflables. Karl va faire quelque chose qu'il aurait dû faire des années plus tôt. Le lendemain matin, le camion de Pince Parasol se gare devant la maison. George et Hadji, deux infirmiers, en descendent. « Bonjour, monsieur », les salue Karl, une valise à la main. « Bonjour, monsieur Friederskens. Vous êtes prêt à partir ?»« Oh oui, mais avant, est-ce que vous pourriez me rendre un petit service ?»« Prenez ça, » ordonne Karl en tendant sa valise. « Je voudrais dire au revoir à ma maison. » Les infirmiers retournent vers le camion. George regarde avec curiosité le jardin rempli de bonbonnes d'hélium vides quand une ombre gigantesque passe au-dessus d'eux. Jaillit de la cheminée de la maison, des centaines et des centaines de ballons s'élèvent dans le ciel, formant une grappe colorée. Tout à coup, la vieille maison se met à craquer, à bouger et finit par s'arracher du sol, décollant doucement dans les airs. George et Hadji le regardent s'envoler stupéfaits. Avec un sourire, Karl ajuste la direction et les voiles. Les bouts des tissus accrochés au triangle des rideaux se gonflent. Enfin, Karl et Ellie partent en Amérique du Sud. Tendrement, le vieil homme embrasse la photo de sa femme et s'installe dans son fauteuil. Il vient juste de fermer les yeux quand il entend frapper à la porte. Frapper à la porte? Karl bondit pour regarder dans le laiton. Ne voyant rien d'autre que le ciel et son porche, il ouvre et pousse un cri. Collé contre le mur, Russell lutte pour garder l'équilibre. « Bonjour, monsieur Friederskens. Qu'est-ce que tu fais là ?»« J'ai trouvé le dabou et je l'ai suivi jusqu'à chez vous. Mais on dirait plutôt une grosse souris, pas un oiseau. » Karl lève les yeux. Quel genre d'explorateur peut confondre un oiseau et un rat? Bien obligé, il laisse le garçon entrer dans la maison. Russell commence à la visiter. Il inspecte la cheminée, parcourt le journal d'Ellie et s'intéresse ensuite au système de navigation, tripotant la barre fabriquée avec un vieux moulin à café. « Ne touche pas à ça !» s'énerve Karl, quand la maison se met à changer de direction. Garder ce gamin avec lui serait à la fois trop dangereux et trop ennuyeux. Il n'a pas le choix. Il doit atterrir et interrompre son voyage. Karl va s'agenouiller devant la cheminée
pour détacher ses ballons. Comme la conversation du garçon à propos des nuages de l'ennui, il coupe son sonotone. Et voilà, j'ai passé une nuit entière à gonfler tous ces ballons pour rien, grommelle-t-il sans entendre. Russell, qui, penché à la fenêtre, lui crie d'une voix paniquée: Monsieur Fregasten, on va droit vers une tempête. Chapitre 4. Enfin, Karl remarque les éclairs autour d'eux. Furieux, il remet son sonotone en marche. Qu'est-ce que tu as encore fait comme bêtise? Paniqué, le garçon pointe son doigt vers le ciel noir. Un nouvel éclair illumine la maison. Karl se précipite sur la barre de son navire, mais elle se met à tourner brusquement, l'envoyant valser. Russell pousse un cri. Aspirés par l'orage, ils sont pris au piège. La maison est ballottée dans tous les sens. Les objets s'envolent, les meubles se renversent. Karl finit par se laisser tomber en son fauteuil et ferme les yeux, épuisé. Une petite tape sur le visage le réveille. Russell le regarde en souriant. Ouf, j'ai cru que vous étiez mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Bredouille Karl. Pendant que vous faisiez votre sieste, j'ai pris les commandes et j'ai sorti la maison de l'orage. Karl s'approche de la fenêtre. Un brouillard épais l'empêche de voir. Où est-ce qu'on peut être? Marmonne-t-il. D'après mon SERS, en Amérique du Sud, répond fièrement Russell. Ton quoi? Mon système électronique de reconnaissance spatiale. C'est un cadeau de mon père. Avec ça, on ne peut pas se perdre. En cet instant, l'engin lui échappe des mains et s'envole par la fenêtre. Bouche bée, Russell regarde sa main vide. On va atterrir, décide Karl en retournant vers la cheminée. On trouvera un arrêt de bus et tu pourras rentrer chez toi. Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de bus par ici. Sans l'écouter, Karl coupe la corde. Des dizaines de ballons, et lentement, la maison commence à descendre. Karl sort sur le perron et s'étrangle presque en découvrant qu'il survole de hautes falaises. Bam! La maison heurte la roche. Le choc propulse le vieil homme et l'enfant hors de la maison. Affolé, Karl se rend compte que la maison reprend de la hauteur. Non, non, non! Hurle-t-il en s'accrochant à un tuyau d'arrosage qui prend. Russell, lui, saisit les jambes, et, ensemble, ils réussissent à faire redescendre la maison vers le sol. Au loin, surplombant la jungle, d'autres parois rocheuses encadrent les chutes du paradis. On y est, Ellie, s'exclame Karl, émerveillé. On a réussi, Russell. Il ne nous reste plus qu'à voler vers la chute. Essaie de grimper sur le porche et ensuite tu me hisseras dehors. D'accord? Malheureusement, l'escalade ce n'est pas vraiment le point fort de Russell. Après quelques minutes, il abandonne. Génial, râle Karl. On pourrait y aller à pied, propose timidement Russell. À pied? Et abandonner la maison? On pourrait la tirer derrière nous comme un ballon? Karl lève les yeux au ciel. Cet enfant dit vraiment n'importe quoi. À cet instant, une légère brise pousse la maison en direction des chutes et Russell, qui la retient fermement grâce au tuyau d'arrosage, se met à rire. Fait Karl. Après tout, un projet aussi fou pourra réussir. Chapitre 5. Allez Russell, dépêche-toi, crie Karl en avançant entre les plantes et les rochers. Je suis fatigué, gémit le garçon, et j'ai envie d'aller aux toilettes. Si tu traînes, les tigres vont te manger, jette Karl. Il n'y a pas de tigres en Amérique du Sud, explique Russell. C'est bon, tu as gagné. Va dans les buissons et je t'attends. Le garçon disparaît dans les fourrés et remarque d'étranges traces de pattes sur le sol. Elles ressemblent à celles d'un oiseau, mais sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Waouh! Un dabou! S'écrie Russell.
Aussitôt, il frappe dans ses mains. Dabou, petit. Un peu plus loin, quelque chose s'agite dans les buissons. Il y a un bec orange sort des fourrés. Russell prend une barre de chocolat dans l'une de ses poches. N'aie pas peur, dit-il en la déposant sur le sol. Je suis un ami de la nature. Le bec jaillit des feuillages. En une seconde, le chocolat disparaît. Tu en veux encore demande Russell en mettant d'autres morceaux par terre. L'oiseau gourmand finit par sortir de sa cachette et le garçon n'en croit pas ses yeux. J'ai trouvé un dabou, annonce-t-il en rejoignant Karl. Vraiment répond Karl sans le regarder. C'est plutôt grand, comme un oiseau, non? Plutôt, oui, dit Karl, pour se moquer du garçon. Et son plumage est très coloré. Très. En tout cas, ça adore le chocolat. Le chocolat? Karl se retourne et se fige. Russell se tient à côté d'un gigantesque oiseau multicolore. Qu'est-ce que c'est que ce truc? S'écrie le vieil homme stupéfait. Vite, il essaie d'éloigner Russell de cet étrange animal, mais on dirait bien que l'oiseau géant a décidé d'adopter le jeune explorateur. Il le saisit du bout du bec et le serre entre ses ailes comme un bébé. Puis il saute sur un arbre, lance Russell en l'air et le rattrape par une jambe. La tête en bas, l'enfant éclate de rire. Après l'avoir reposé, l'oiseau s'avance vers Karl, qui le menace avec sa canne. Russell intervient. Non, non, Kevin. Karl est gentil. Kevin? Oui? C'est le nom que je lui ai donné. On peut le garder? Je m'en occuperai bien. Non, refuse Karl tout en détachant d'un arbre le tuyau qui retient la maison. Allez, s'il vous plaît, insiste Russell. Et, regardez. Karl lève les yeux. Installé sur le toit, l'oiseau qui vient d'avaler un ballon en recrache les morceaux d'un air dégoûté. Tu veux bien descendre de là? S'énerve le vieil homme. Kevin glisse le long du toit et se cache derrière Russell. Allez, file, lui lance Karl. Tu devrais servir à décorer le chapeau d'une dame. Bonjour, qui est là? Il interrompt une voix. Effrayé, Kevin disparaît dans les fourrés. Karl plise les yeux. À cause de la brume, il ne peut pas voir à plus de 3 pas de lui. Bonjour, répond-il. Vous tombez bien, ce garçon doit retourner aux États-Unis. Je ne vous vois pas, mais je peux vous sentir, reprend l'inconnu. Nous sentir? Intrigué, Karl s'approche et se retrouve nez à nez avec un chien qui porte un étrange collier. Salut, leur dit-il simplement. Je m'appelle Dug. Karl et Russell n'en reviennent pas. Je peux parler grâce à mon collier, leur explique Dug. C'est mon maître qui l'a inventé. C'est un homme extraordinaire. Comme je suis un très bon pisteur, il m'a envoyé en reconnaissance. Vous n'auriez pas vu un oiseau? À ce moment-là, Kevin jaillit des fourrés pour lui donner un coup de bec. Hé, c'est lui! Est-ce que je peux le ramener à mon maître? Demande joyeusement Dug à Karl. Celui-ci regarde Kevin 5 fois plus grand que le chien. Karl se dit que sans les deux animaux, sa vie sera plus simple. Il hoche la tête avant de reprendre sa route, sans deviner que ses vrais ennuis commençaient. Très vite, il s'aperçoit que ce chien qui parle n'arrête pas une seconde. S'il te plaît, sois mon prisonnier, s'il te plaît. Gémit sans arrêt Dug, agrippé à l'une des pattes de Kevin. L'oiseau essaie de se débarrasser du chien, mais ce n'est pas si facile. Dug, laisse Kevin tranquille, intervient Russell. Mais mon nouveau maître a dit que je pouvais le capturer, proteste Dug en désignant Karl. Je ne suis pas ton maître, crie Karl. Tout à coup, la maison se cogne contre une paroi, et une fenêtre se casse. Ellie, hurle Karl désespéré. Dug et Kevin arrêtent aussitôt de se bagarrer. J'en ai marre de vous, s'écrie Karl. Si vous ne disparaissez pas dans 2 secondes, il lève sa canne, mais s'arrête net en voyant les réactions de Dug.
Une balle! Génial, une balle! Crie le chien en bondissant dans tous les sens. Karl regarde les pieds de sa canne, au bout desquels sont accrochées des balles de tennis, puis il a une idée. Il en détache une et se penche vers Dieu. Tu veux cette balle? Oh oui, oh oui! Alors va la chercher. Karl lance la balle vers un ravin et le chien part comme une fusée. Le vieil homme se tourne alors vers Russell. Donne-moi des chocolats. Russell lui tend une barre. Karl la jette loin devant lui. Et l'oiseau s'éloigne en courant. Viens Russell, dépêchons-nous, ordonne Karl. Au bout de quelques minutes, il se laisse tomber sur une souche essoufflée. Puis il se retourne. Le chien est assis à 3 pas de lui, la balle dans la gueule. Un peu plus loin, Russell accueille joyeusement Kevin. Raté, se dit Karl déçu. Quand la nuit tombe, le groupe s'arrête pour se reposer. Tu as déjà campé? Demande Karl, assis près d'un feu, en regardant Russell se débattre avec sa tante. Pas dehors. Ton père ne t'a jamais emmené camper? s'étonne Karl. Il n'est pas souvent là. Je lui téléphone, bien sûr, mais Phyllis dit que je dérange trop souvent. Tu appelles ta mère par son prénom? Phyllis n'est pas ma maman. Ah, souffle Karl en comprenant que les parents de Russell sont séparés. Mais papa a dit qu'il viendrait à la cérémonie pour accrocher mon dernier badge. En observant l'enfant, qui a l'air à la fois plein d'espoir et triste, Karl se reproche d'avoir été trop dur avec lui. Tu devrais te reposer comme les autres, reprend-il doucement en désignant Kevin et Doug, profondément endormis. Le chien enroulé autour de la patte de l'oiseau. Monsieur Friderskens, Doug a dit qu'il voulait capturer Kevin. On doit le protéger. Est-ce qu'il peut venir avec nous? D'accord, soupire Karl. On ne l'abandonnera pas, hein? Promis? Juré. Karl repense à la promesse qu'il avait faite à Ellie. Dans quoi est-ce que je me suis fourré, mon Ellie? Murmure le vieil homme, les yeux levés vers son porche. Chapitre 7. Le lendemain matin, Karl jette un coup d'œil vers la maison. La maison est toujours là, mais il remarque que les ballons commencent à se dégonfler. Il faut qu'il se dépêche d'arriver aux chutes du paradis. Tout le monde debout, s'écrie-t-il. Où est Kevin? Demande Russell en sautant sur ses pieds. Un cri lui répond du toit de la maison. Kevin, il est installé à côté d'un tas de fruits et de légumes. Hé, ce sont mes réserves de nourriture, proteste Karl. Descends de mon toit. Oui, descends de son toit, approuve Doug, l'air mécontent. Au lieu d'obéir, Kevin se redresse et lance une série de cris étranges. Qu'est-ce qu'il fait? Demande Karl. Je l'ai pisté suffisamment longtemps pour le savoir. Il appelle ses petits, explique Doug. Ses petits? Kevin et une maman? S'exclame Russell. Plus loin, des cris lui répondent. Attrapant les réserves, Kevin se laisse glisser du toit. Il doit rapporter la nourriture chez lui, dit Doug. Son nid n'est pas très loin, caché au milieu des rochers. Doug se met à mortiller les chevilles de Russell. Si l'oiseau se réfugie là-bas, je ne pourrai pas le ramener à mon ancien maître. Il sera furieux, gémit le chien. Laisse-le parler, laisse-le partir, ordonne Karl. Doug est bien obligé d'obéir à son nouveau maître. Après avoir serré Russell dans ses ailes et salué Karl, l'oiseau disparaît dans les buissons. Ne t'inquiète pas, Russell. Kevin est assez grand pour se débrouiller. Résigné, Russell se remet en route aux côtés du vieil homme et de Doug. Au bout de quelques mètres, il s'arrête en remarquant un mouvement dans les buissons. Kevin? Lance Russell plein d'espoir. Mais ce sont 3 grands chiens qui jaillissent des buissons en aboyant furieusement. Alpha! S'exclame Doug. Où est l'oiseau? Grogne Alpha, un Doberman impressionnant qui porte le même collier que celui de Doug. Tu nous as dit hier par radio que tu l'avais capturé. Revenez demain, il sera là? Bafouille Doug. Tu l'as laissé filer? Ça ne m'étonne pas de toi.
Enfin, au moins tu nous as conduits au petit postier et à celui qui sent le pruneau. Jake regarde Russell et Karl, désolé de les mêler à ça. Venez, mon maître a des questions à vous poser, leur ordonne Alpha. Karl proteste, mais le grondement de Gamma et Beta, les deux autres chiens, ne lui laissent pas le choix. Devant une grotte, les chiens font signe à leurs prisonniers de s'arrêter. Karl et Russell s'avancent, mais une armée de chiens à l'air féroce leur barre la route. Le voilà, s'écrie enfin l'un des molosses. Les chiens s'écartent respectueusement devant leur maître. Vous êtes arrivés jusqu'ici avec cette maison volante? S'étonne l'homme avant d'éclater de rire. C'est complètement fou. Karl l'observe. Là comme ça, c'est lui, l'inventeur des colliers qui permet aux chiens de parler. Plus âgé que Karl, il est mince et assez grand. Vous avez trouvé quelque chose avec eux? Demande-t-il. Rien, répond Alpha. L'inconnu s'approche. Karl remarque sa veste d'aviateur, puis regarde son visage et lui semble familier. Il frissonne. Mais vous êtes Charles Mudd? L'homme se retourne vers lui, l'œil brillant. L'aventure, c'est extra, dit-il en tendant le pouce vers le ciel. C'est bien vous. Je suis si content que vous soyez vivant, se réjouit Karl. Ma femme et moi, nous sommes vos plus grands admirateurs. C'est vrai, dans ce cas, bienvenue dans mon domaine. Chapitre 8. Karl sent son cœur battre un peu plus vite en reconnaissant l'esprit de l'aventure. Matt lui montre où attacher sa maison, qui flotte près du grand dirigeable gris. Une passerelle s'abaisse et tous grimpent à bord. Tous sauf Jug, puni par Alpha. Le chien doit porter le cône de la honte pour avoir laissé l'oiseau qui devait capturer s'échapper. Ce cône est une sorte d'entonnoir géant fixé à son collier qui le fait ressembler à une grosse marguerite. Le millier s'assoit regardant tristement la parcelle se refermer sur ses amis. Vous aimez ma collection? Remarque Mudge, tandis que Karl s'émerveille devant les objets rares. Mon Ellie aurait adoré tout ça, dit Karl. Vous savez, c'est grâce à vous qu'elle a eu l'idée de venir vivre ici. Mudge lève une lanterne, et Karl et Russell voient les centaines de dessins, de photos, de plumes et d'objets que l'explorateur a réunis sur la créature qui obsède le monstre des chutes du paradis. Eh! S'exclame Russell. On dirait Kevin. Kevin? Demande Mudge, les yeux pliés. Mon oiseau qui s'enfuit, produit Russell. Brusquement, par un hublot, Karl voit Kevin installé, comme d'habitude, sur le toit de sa maison. Il les a suivis. Eh bien, merci pour cette merveilleuse soirée, monsieur Mudge. Les coupe le vieil homme. Malheureusement, nous devons partir. Il se lève, prend Russell par le bras et se dirige vers la passerelle. Étonné, leur hôte les raccompagne quand un cri de Kevin résonne. À son tour, Mudge regarde par le hublot. Il est là, s'étrangle-t-il en apercevant l'oiseau. Quand il se retourne, Karl et Russell ont filé et détachent la maison. Attrapez-les, hurle Mudge à ses chiens. Les molosses foncent vers eux. Guidés par Dug, Karl et Russell tentent d'échapper aux chiens. Heureusement que Kevin charge l'enfant et le vieil homme sur son dos. La maison vole d'un gant derrière lui. Il file à toute allure vers la sortie. Il y est presque quand Russell lâche prise et tombe. Kevin récupère l'enfant juste sous le museau d'Alpha et enfin le groupe réussit à sortir. Mais au bout de quelques minutes, Kevin s'arrête au bord d'un gouffre tout en bas. Une rivière passe. Oh non! S'écrie Russell. À ce moment-là, le vent souffle, la maison, portée par les ballons, Kevin, Karl, Russell et Duke s'accrochent aux cordes et franchissent le canyon, alors que les chiens, emportés par leur élan, tombent dans le gouffre et atterrissent dans la rivière. Kevin ne va pas bien, glapit soudain Russell.
Le pauvre oiseau lâche un cri plaintif. Juste avant leur chute, Alpha lui a mordu une patte. Russell met un bandage sur sa blessure, mais Kevin ne réussit pas à se relever. Il est vraiment blessé, répète Russell, très inquiet. Carl sait que s'il ne se dépêche pas, les ballons qui soutiennent sa maison se dégonfleront. Ils n'arriveront pas à atteindre les chutes. Mais il a fait une promesse au garçon. D'accord, dit-il à contre-cœur. On va l'aider. Pendant ce temps, Duke ne remarque pas que son collier s'allumait. Il ignore que, dans sa grotte, Mutz a appuyé sur un bouton qui lui permet de savoir où il se trouve. Vous savez, monsieur Fredrickson, dit Russell à Carl, qui marche à côté de lui, je ne m'attendais pas à ça en partant à l'aventure avec vous. Je veux dire, c'est drôle, je n'arrête pas de penser à mon père. Bizarrement, ce qui me manque le plus, c'est tous les trucs ennuyeux qu'on faisait ensemble. Ils sont interrompus par des cris d'oisillons. Les petits de Kevin ont senti leur mère approcher. On y est, s'écrie joyeusement Russell. Il se met à courir pendant que Carl attache la maison. Kevin se précipite vers l'endroit qui abrite son nid quand il se retrouve sous les feux d'un projecteur. À bord de l'esprit de l'aventure, Mudge les a attrapés. Un filet s'abat sur Kevin. Carl et Russell essaient de le libérer, mais déjà le dirigeable atterrit, la passerelle s'ouvre et les chiens les encerclent. Mets-toi derrière moi, Russell, ordonne Carl, tout en coupant les mailles du filet avec un canif. Si j'étais vous, je m'arrêterais, lance Mudge d'un ton menaçant. Plusieurs chiens apparaissent, tirant derrière eux la maison d'Ellie. Carl se fige. Je ne comprends pas pourquoi vous essayez de sauver cet oiseau. Carl reprend Mudge, sa lanterne à la main. Pourtant, je vous fais une proposition. L'oiseau contre votre maison. Carl hésite, mais un simple coup d'œil à Russell suffit pour le décider. Pas question de trahir sa promesse. Très bien, dit Mudge, en jetant les lanternes sous la maison. Le sol s'enflamme aussitôt. Vous avez gagné. Prenez l'oiseau, s'écrie Carl avant de se précipiter pour pousser la maison hors des flammes. Tirant le filet dans lequel Kevin est prisonnier, les chiens regagnent la passerelle. Désespéré, Russell regarde le désirable décoller. Tu as abandonné Kevin, hurle-t-il à Carl. Le vieil soupire. Ne vous inquiétez pas, maître, souffle gentiment Duke. Je ne suis pas ton maître, crie Carl. Et si tu ne les avais pas conduits jusqu'à nous? Duke baisse la tête. Moi, je vais aux chutes, quoi qu'il arrive, annonce Carl. Chapitre 9. Le lendemain matin, ça y est. La maison se dresse sur la falaise, exactement comme sur le dessin d'Ellie. Je l'ai fait, pense Carl. Ça a failli me tuer, mais j'ai tenu ma promesse, Ellie. Il est en train de se demander pourquoi il n'est plus heureux lorsque Russell se plante devant lui. Tenez, dit-il, en jetant son écharpe par terre. Je n'en viens plus. Carl la récupère et entre dans la maison. Le vieil homme aperçoit le cahier d'Ellie à ses pieds. Il le ramasse et le feuillette. Il s'arrête à la page, chose que je découvrirai. Mais pour la première fois, il tourne la page. Stupéfait, il découvre que les pages suivantes ne sont pas blanches, mais remplies de photos. Celles de leur mariage, de promenade. Carl sent sa gorge se serrer. La dernière photo les montre âgés, ainsi côte à côte en souriant. En dessous, il est écrit « Merci pour l'aventure, Carl. Je te souhaite d'en vivre beaucoup d'autres. » Carl comprend alors qu'en vivant avec lui, Ellie a réalisé son choix. Il lui a offert un voyage magnifique. Brusquement, un bruit lui fait lever les yeux vers le plafond. Qu'est-ce que c'est? Russell est encore en train de fabriquer. Carl sort et pousse un cri. Le garçon vient de décoller du toit une poignée de ballons accrochés à son dos. Une bonbonne d'air dans les mains. Que ça te plaise ou non, je vais sauver Kevin, lui crie-t-il en se propulsant. Le vieil homme énervé attrape une chaise et la jette rageusement par-dessus bord.
En voyant la maison s'élever de quelques centimètres, son visage s'éclaire. Karl vide les pièces, meubles, vaisselle, vêtements, tableaux, tout y passe. Petit à petit, la maison s'élève. Soudain, on frappe à la porte. Je me cachais sous votre porche, explique timidement Dug. Je peux rester? Mais bien sûr, tu es mon chien, non? Et je suis ton maître, répond joyeusement Karl. Vous êtes mon maître? Répond Dug. C'est vrai? Je suis tellement content. Le chien se met à lécher Karl qui éclate de rire. Tout ce qui lui reste à faire maintenant, c'est de trouver Russell. Attaché sur une chaise, le garçon est au bord de l'esprit de l'aventure. Les chiens de meute l'ont découvert, lors qu'il essayait de se faufiler dans la soute. Si tu es ici, grommela Mud, ton vieil ami Fred Discount ne doit pas être loin. Par le hublot, l'explorateur remarque justement que la maison fonce droit sur le dirigeable. Alpha, garde l'oiseau. Si tu vois le vieil homme, tue-le, ordonne Mudge. Puis il appuie sur un bouton et sort de la pièce. Russell, terrifié, s'aperçoit que, sous sa chaise, la passerelle s'ouvre. À l'extérieur, le cœur de Karl s'arrête quand il voit l'enfant qui commence à glisser vers le vide. Le vieil homme amène la maison à côté du dirigeable, puis se précipite vers le tuyau d'arrosage. L'utilisant comme un lasso, il réussit à attraper Russell juste avant qu'il tombe. Monsieur Fredeskent, s'exclame l'enfant dès qu'il est en sécurité sur la terrasse. Il faut sauver Kevin. Karl pousse la chaise de Russell au milieu du salon. Puis repart en courant vers le porche. Comment récupérer l'oiseau? Demande-t-il à son chien. Trop occupé à ronger l'une des barres de tennis de sa canne, Dug ne répond pas. Mais Karl sourit, il a une idée. Passant de sa maison au dirigeable, il réussit à atteindre la cage de Kevin. Une fois dessus, il se redresse, une de ses balles de tennis à la main. Qui veut jouer à la balle? Dit-il en observant les chiens. Qui garde le prisonnier? Moi, répond-il tout sans cœur. Alors attrapez-la. Le vieil homme jette la balle le plus loin possible, et les chiens se lancent à la poursuite. Karl libère Kevin et se faufile vers le poste de pilotage. De son côté, Russell essaie de se détacher, mais il ne se rend pas compte que ses efforts se rapprochent dangereusement du porche. Quand il réussit enfin à se libérer, c'est trop tard. La chaise bascule dans le vide. L'entraînement avec lui, il a juste le temps de s'agripper au tuyau d'arrosage. À cet instant, plusieurs avions, pilotés par des chiens, foncent droit sur la maison. Feu! Leur ordonne Mudge par radio. Puis armé d'une longue épée, l'explorateur se rue vers ses ennemis pour leur barrer la route. Kerr lève sa canne et le combat commence. Mudge prend rapidement le dessus, mais le vaisseau fait un écart et il perd l'équilibre. Viens, Kevin, lance Karl en franchissant l'un des hublots pour se hisser sur le dirigeable. Une fois dehors, il se fige, accroché au tuyau. Russell essaie d'éviter les attaques des chiens pilotes. Sous les encouragements de Karl, le garçon finit par se hisser sur le porche. L'un des avions le frôle, mais Russell a une idée. Il pointe son doigt vers le sol. Un écureuil, s'écrie-t-il. Aussitôt, les chiens pilotes, déconcentrés, perdent le contrôle de leurs appareils. Russell éclate de rire en voyant tous ces parachutistes dans le ciel. De son côté, cerné par la meute dans le poste de pilotage, Dug est dans de sales draps. Je serais ravi de te tuer, gronde Alpha. Heureusement, Dug a une idée. Il saisit une lampe et coiffe le Doberman avec l'abat-jour. Il porte le cône de la honte, s'écrient alors les autres chiens. Il n'a plus le droit de nous parler. L'abat-jour ressemble comme deux gouttes d'eau à l'entonnoir qui sert à punir les chiens. En un instant,
toute l'autorité qu'il avait sur son armée passe entre les pattes de Doug, absolument ravi. Assis, ordonne-t-il. Ils obéissent tous, et Doug peut rejoindre son maître. Russell est en train de rapprocher la maison du vaisseau pour que ses amis puissent passer. Mais au moment où Carl, Doug et Kevin atteignent la porte, un coup de fusil résonne. De nombreux ballons éclatent et provoquent la chute de la maison sur le dirigeable. Carl est éjecté. Laisse-les tranquilles, hurle-t-il à Mudge, qui arrive en courant, un fusil à la main. Sans l'écouter, l'explorateur furieux saute sur le porche. Russell, Doug, appelle Carl. Accrochez-vous à Kevin. Dans le salon, l'enfant et le chien obéissent. Une fois qu'ils sont sur le dos de l'oiseau, Carl sort de sa poche une tablette de chocolat. Kevin, crie-t-il, tu veux du chocolat? Mudge enfonce la porte d'entrée de la maison quand Kevin jaillit d'une fenêtre, ses passagers sur le dos. Mudge se précipite vers eux pour les arrêter. Mais les cordes qui retiennent un paquet de ballons s'enroulent autour de sa cheville. Il entraîne dans les airs, loin du dirigeable. C'était génial, s'exclame Russell, silencieux. Carl regarde sa maison disparaître. Je suis désolé, monsieur Fred Dickens, dit alors tristement Russell. Pendant un moment, Carl ne répond rien, puis réalise qu'Ellie n'est pas dans cette maison pleine de souvenirs, mais dans son cœur, et qu'elle ne le quittera jamais. C'est juste une maison, souffle-t-il alors en souriant à ses amis. Kevin appelle ses petits. Il est temps de se séparer. Quand ils atterrissent, l'homme et l'enfant le regardent foncer vers leur mère. Kevin pousse les oisillons à l'abri pendant que Carl et Russell remontent dans le dirigeable. Prêt à rentrer? Demande Russell. Prêt, dit Carl à son copilote, juste avant de décoller. Tous les chiens pointent leur museau hors des hublots, heureux de sentir le vent. Depuis que Carl est leur nouveau maître, ils sont redevenus gentils. Après l'aventure, en recevant leur badge, ces juniors passeront seniors, annonce le chef de camp aux explorateurs et à leur père aligné près de lui. Pour avoir aidé une personne âgée, le chef s'interrompt en voyant la peau bronzée et l'uniforme déchiré de Russell. Est-ce que ton père est là? Demanda-t-il. Je suis là, moi, s'écrie Carl en grimpant sur la scène. Le chef lui tend le badge. Félicitations, Russell. Carl s'agenouille pour épingler le badge sur l'écharpe de Russell. Pour avoir aidé une personne âgée et avoir agi aussi courageusement, je voudrais te offrir la plus grande récompense que je connaisse, le badge d'Ellie. Waouh! S'exclame fièrement Russell en regardant le bouchon de soda. Carl le félicite, puis le prend dans ses bras, tandis que le public applaudit et que les chiens se mêlent au hurrah en aboyant. Carl éclate de rire. Il sait que ses amis et lui vont encore vivre beaucoup d'aventures. Fin.